2025 est peut-être terminé, mais des enquêteurs du monde entier travaillent encore sur des affaires non résolues de l'année précédente qui continuent de les frustrer. Certaines de ces affaires concernent la recherche de voleurs qui n'ont pas été identifiés et de personnes disparues qui n'ont pas encore été retrouvées. Et on espère qu'en 2026, des réponses seront trouvées. La police de Philadelphie a demandé l'aide du public pour retrouver Dustin Ali, âgé de 48 ans, qui n'a pas été vu par ses amis et sa famille depuis un certain temps. Et on espère que quelqu'un fournira des informations qui permettront de découvrir où il se trouve actuellement. Dustin, également connu sous le nom de Raffman, est le propriétaire d'une entreprise de travaux à Philadelphie. Et il est reconnu comme un membre fidèle de sa mosquée locale. Depuis lors, sa famille est de plus en plus inquiète pour son bien-être, car personne de son entourage n'a eu de ses nouvelles depuis des mois. La dernière fois qu'il a été vu, c'était le 21 décembre vers 17h. Il a été aperçu dans le secteur du numéro 1500 de South 55th Street et il était censé rentrer chez lui ce soir-là, comme d'habitude, mais il ne l'a jamais fait. Lorsqu'il était toujours introuvable quelques jours plus tard, sa famille a su qu'elle devait contacter la police, car Dustin a généralement pour habitude de rester en contact avec eux, ce qu'il n'a pas fait cette fois-ci. Lui et sa famille ne passaient jamais une journée sans au moins se parler au téléphone ou s'envoyer des messages. Ainsi, le silence de Dustin au cours des derniers mois est décrit comme inhabituel pour lui. Sa mère, Alberta, a déclaré à la police qu'après plusieurs jours sans nouvelles, elle s'est rendue chez lui pour vérifier son état. À son arrivée, elle a trouvé la maison non verrouillée, avec le chien de Dustin dedans. En inspectant la maison, elle a vu que sa carte d'identité et son portefeuille étaient là. Mais il avait pris son téléphone. Tous ses autres effets personnels étaient présents, et les enquêteurs n'ont trouvé aucun autre indice. La police a déclaré qu'elle ne soupçonnait pas d'actes criminels dans l'affaire de Dustin, mais elle reste perplexe quant à l'endroit où il aurait pu se rendre et à ses intentions. Sa fille, qui décrit son père comme son meilleur ami, a déclaré aux médias qu'elle était désespérée de trouver des réponses dans son affaire. Elle avait également récemment reçu ses diplômes par courrier et était impatiente de montrer à Dustin ce qu'elle avait accompli. Elle s'est également adressée directement à lui, lui demandant de contacter sa famille s'il voit les appels qu'ils ont lancés au public pour obtenir des informations. De plus, ils ont le cœur brisé de devoir célébrer la période des fêtes sans Dustin, qui n'aurait normalement jamais manqué l'occasion de passer ce moment de l'année avec ses amis et sa famille. Aucune image de vidéosurveillance, ni aucune autre preuve n'a été trouvée dans son affaire. Et la police a donc demandé au public de ouvrir l'œil pour repérer Dustin et signaler immédiatement s'il est aperçu, afin qu'il puisse être retrouvé. Il est décrit comme ayant les cheveux noirs et les yeux marrons, mesurant entre 1,65 m et 1,73 m et pesant entre 72 et 82 kg. Il a plusieurs tatouages, notamment les mots « Run Club 1934 » sur son épaule gauche, un crâne avec des symboles sur sa poitrine, ainsi que d'autres tatouages sur chacun de ses avant-bras. On pense qu'il portait une veste et un jean bleu lors de sa disparition. Si vous voyez Dustin ou si vous savez où il pourrait se trouver, il est fortement recommandé de contacter la police de Philadelphie au 215-686-3182 en mentionnant le numéro de dossier de l'agence 2 512 111 418. Le numéro de dossier au nom de Dustin est MP 153 749. Les inquiétudes sur la santé et le bien-être de Corinne Johansson, 40 ans, augmentent depuis sa disparition après un comportement étrange et on ignore dans quel état d'esprit elle a quitté son domicile ce jour-là. Dans le but d'encourager toute personne ayant des informations sur l'affaire de Corinne à se manifester, une récompense de 1 000 $ est offerte. Mais près de 6 mois après le jour de sa disparition, aucune information de ce genre n'a été reçue. La police de Superior, dans le Wisconsin, qui est la ville natale de Corinne, a rapporté que le 5 août 2025, elle a été contactée par le fils de Corinne, à 9h30 du matin. Il a déclaré être devenu inquiet pour son comportement. Il a dit qu'elle tenait des propos incohérents et avait commencé à jeter des objets dans la maison sans raison connue. À un moment, elle s'est déshabillée et refusé de se rhabiller. Les agents ont été surpris que Corinne ouvre la porte d'elle-même et après un moment de discussion, elle les a invités à entrer. Son père a jugé l'idée mauvaise, il l'a dit clairement, puis Corinne a refermé la porte et a refusé de la rouvrir.
Les ambulanciers, appelés pour une possible crise de santé mentale, ont tenté de lui parler à travers la porte verrouillée, sans réussir à la convaincre de les laisser l'examiner. Il a été déterminé qu'il n'y avait aucune menace physique pour quiconque dans la maison, donc la police a décidé de ne pas forcer la porte, mais ils ont demandé à la famille le numéro de téléphone portable de Corinne, ce que la famille a refusé de divulguer. Néanmoins, les enquêteurs sont restés à l'extérieur de la maison pendant un certain temps, au cas où on aurait de nouveau besoin d'eux. Le père de Corinne a insisté pour qu'ils partent, ce qu'ils ont fait. L'affaire a pris une tournure inattendue dans la soirée. Vers 18h55, la fille de Corinne a contacté la police pour signaler qu'elle n'était plus à la maison et qu'on ne pouvait pas la localiser. La famille a dit aux policiers qu'elle avait quitté la maison vers 15h et qu'elle n'y était pas revenue. Sa voiture étant toujours là, les images de vidéosurveillance ont été vérifiées et montraient Corinne sautant d'une fenêtre du 2e étage, dernière fois qu'elle a été vue. Les policiers ont alors reçu son numéro de téléphone portable et ils ont appelé son téléphone, mais n'ont obtenu aucune réponse. Au cours des jours suivants, la police a reçu des signalements indiquant qu'elle avait été aperçue à Duluth, Ely, Ashland et dans d'autres quartiers de Supérior, mais elle n'a toujours pas pu être retrouvée. Le 11 août, les équipes de recherche ont informé la police qu'ils avaient trouvé un flacon de médicaments sur ordonnance et une carte de débit appartenant à Corinne près d'une voie ferrée à la hauteur de la 28e rue Nord. Un drone a été utilisé pour fouiller la zone, mais sans succès. Une série d'empreintes de pas, supposées appartenir à Corinne, a été retrouvée près d'une voie d'accès au chemin de fer. Et le 17 août, son téléphone portable a été découvert près des voies ferrées dans le secteur du lycée Supérior. Malgré les recherches sur place, rien n'a été trouvé. Plusieurs autres recherches ont été menées, mais Corinne reste introuvable. Elle est décrite comme ayant les cheveux bruns et les yeux verts, mesurant 1,70 m et pesant environ 60 kg. Toute personne ayant vu Corinne ou pouvant aider la police à la retrouver est priée de contacter le service de police de Supérior au 715-395-7234. Une page GoFundMe a été créée par la famille de Corinne et toute personne souhaitant faire un don pour aider à la retrouver peut le faire en visitant le lien ci-dessous. Angela Jackson, la mère d'Andrew Dumbrell, âgé de 34 ans, a déclaré à la police et aux médias qu'elle craint pour la vie de son fils car elle a trouvé des preuves que quelqu'un aurait pu vouloir lui faire du mal avant sa disparition. Andrew vient de Windale, une banlieue de Lake Macquarie, près de Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. La dernière fois qu'on a eu de ses nouvelles, il avait été admis à l'hôpital Calvary Mater après avoir montré des signes de détresse mentale. Angela a depuis révélé qu'on lui a diagnostiqué une schizophrénie. Et il faut noter qu'il doit prendre un traitement contre l'épilepsie tous les jours, ce qui a suscité encore plus d'inquiétude pour son bien-être. L'affaire a débuté après qu'Andrew a eu une crise d'épilepsie chez lui et a déclaré ne pas se sentir bien mentalement. Sa sœur Katie a appelé une ambulance qu'il a ensuite transportée à l'hôpital en question. Cathy l'a accompagné à l'hôpital et est restée avec lui jusqu'à l'admission d'Andrew. À ce moment, il ne pouvait plus parler clairement et avait besoin d'aide pour se lever et manger. Sa famille pensait qu'il resterait à l'hôpital quelques jours, mais a appris avec surprise le lendemain matin qu'Andrew était déjà sorti sans qu'il le sache. Ce qui ajoute à la frustration de la famille, c'est le fait qu'Angela avait expressément demandé au personnel de l'hôpital de ne pas le laisser sortir si rapidement, et ils avaient reconnu cette demande, pour ensuite l'ignorer. On lui a donné ses papiers de sortie et dit de les utiliser pour prendre le bus, car il n'avait pas d'argent pour rentrer. Lorsque les images de vidéosurveillance de l'hôpital ont été vérifiées, elles montraient Andrew en train de sortir du bâtiment. Sa famille s'inquiète pour sa santé physique, car le jour de sa disparition, les températures dans la région étaient très élevées. Il ne portait pas de chaussures et il a été renvoyé de l'hôpital sans même rien à boire. Des témoins ont dit à la police avoir vu Andrew à environ 11 km de l'hôpital à Warners Bay le jour de sa disparition. Les images de vidéosurveillance le montrent, traversant Hillsborough Road et entrant dans des broussailles épaisses, sans jamais en ressortir. La zone a été fouillée entièrement, mais aucun indice sur la localisation d'Andrew n'a été trouvé. Son compte bancaire est resté inactif depuis le jour où il a été vu pour la dernière fois. Et ses déplacements, après être entré dans les broussailles, restent inconnus. Il convient de noter qu'Andrew doit prendre certains médicaments chaque jour
Il est donc essentiel qu'il soit retrouvé au plus vite afin qu'il puisse recevoir les médicaments et le traitement dont il a besoin. Depuis, Angela a signalé qu'elle avait trouvé une vidéo sur le téléphone d'Andrew dans laquelle un homme connu de la famille pouvait être vu debout au-dessus de lui disant que s'il revenait, il serait tué. La vidéo a été envoyée aux enquêteurs, mais il n'a pas été révélé si cet incident est considéré comme lié à sa disparition. Sa famille le décrit comme ayant les cheveux gris, les yeux marrons, mesurant entre 1,63 m et 1,65 m, avec une corpulence moyenne et une barbe. Lorsqu'il a quitté l'hôpital ce jour-là, Andrew portait un débardeur noir et un short cargo vert. Si vous savez où se trouve Andrew, ou si vous pouvez orienter la police dans la bonne direction, il vous est demandé de contacter le commissariat de police de Lake Macquarie au 02 4922 8799 ou Crime Stoppers au 1-800 333 0000. C'est toujours préoccupant lorsqu'une personne chez qui l'on a diagnostiqué une démence disparaît sans explication, car elle est généralement retrouvée dans un état de confusion et de détresse et pourrait avoir du mal à prendre soin d'elle-même jusqu'à ce qu'on la retrouve. Il est donc compréhensible que les proches de Robert Clay, âgé de 78 ans et originaire de Chesterfield dans le comté de Cheshire au New Hampshire, s'inquiètent pour son bien-être, puisqu'il n'a plus été vu et n'a donné aucune nouvelle depuis juin 2025. Dans la nuit du 23 juin, Robert a été mis au lit chez lui. Mais dans les premières heures du lendemain matin, il a réussi à sortir de la maison tout seul. Et on ignore toujours où il est allé. Ce n'était pas la première fois qu'il disparaissait. Mais jusque-là, on l'avait toujours retrouvé aux urgences, où il était revenu de lui-même. Au début, il semblait que ce serait encore le cas, car Robert est revenu à la maison plus tard dans la journée, après avoir été vu en train de marcher le long de Glebe Road, qui se trouve près de chez lui. Mais le lendemain matin, il avait encore disparu et n'était pas rentré chez lui. Robert a été porté disparu, et dans les jours suivants, le département de la pêche et de la faune du New Hampshire a mené des recherches. Ils ont utilisé des drones, des hélicoptères, des chiens de recherche, ainsi que des bénévoles qui ont fouillé les endroits que Robert avait l'habitude de fréquenter. Mais aucune trace de lui n'a été retrouvée. Les recherches ont été entravées par la montée des températures dans la région. Ainsi, faute de nouvel indice après une semaine, les recherches ont été réduites. Quelques personnes participant aux recherches sont restées et ont continué à chercher Robert. Mais ils ont finalement dû abandonner lorsque, malgré tous leurs efforts, rien d'utile n'a été trouvé. Un opérateur de drone bénévole qui vit dans la région et un autre de Swansea ont effectué plusieurs autres recherches aériennes, mais sans succès. Sa famille a remercié tous ceux qui ont aidé à rechercher Robert, mais s'inquiète de plus en plus, car il pourrait être à la merci des intempéries, incapable de retrouver le chemin de chez lui. Une photo de Robert a été rendue publique, au cas où quelqu'un le reconnaîtrait. Et sa famille a demandé aux habitants de vérifier leurs abris, garages et dépendances, au cas où ils s'y seraient réfugiés. Les habitants des secteurs de Chesterfield et Spofford ont également été invités à examiner les enregistrements de leurs caméras de surveillance, au cas où Robert y apparaîtrait, afin que ces derniers déplacements connus puissent être déterminés pour les recherches à venir. Il est décrit comme ayant les cheveux bruns et les yeux verts, mesurant 1,65 m et pesant environ 70 kg. On pense qu'il portait un jean bleu et des baskets blanches lorsqu'il a disparu, et il convient de noter qu'il porte des lunettes et qu'il pourrait ne pas porter de chemise. Il est également important de noter que les coordonnées de Robert se trouvent sur sa montre, qu'il porterait toujours. Toute personne ayant des informations sur sa localisation est priée de contacter la centrale de la police d'État au 603 271 3361. Une récompense de 500 000 $ est offerte à toute personne pouvant fournir à la police de Lake Bennett, dans le territoire du Nord en Australie, des informations permettant de retrouver sa localisation. Ou qui peut aider à clore son dossier, afin que sa famille puisse enfin obtenir des réponses sur ce qui lui est arrivé. On soupçonne que la disparition de Richard est le résultat d'un acte criminel, et par conséquent, la récompense s'applique également à toute personne aidant à obtenir une condamnation dans son affaire, qui a commencé le 1er novembre 2016. Des témoins ont déclaré à la police qu'ils avaient vu Richard, ou un homme correspondant à sa description, debout près de son véhicule,
un break Howden Commodore de couleur sombre, dans les premières heures du 2 novembre, alors qu'il était garé sur China Road. Il a dit avoir du mal à démarrer le véhicule, pensant que la batterie était à plat ou qu'il manquait d'essence. La même voiture serait retrouvée plus tard, à environ 200 mètres de China Road. Mais Richard était introuvable. La voiture a été remorquée par le département de l'infrastructure, de la planification et du développement, car on supposait que le véhicule avait été abandonné. À ce moment, nul ne savait que ce serait un indice clé dans une affaire de disparition. Lorsqu'il n'est pas rentré chez lui le 22 novembre, la mère de Richard a contacté la police pour signaler sa disparition. Malheureusement, elle a dû préciser que Richard consommait des substances illégales depuis quelques années et que cela pouvait avoir un lien avec sa disparition. Il était resté sobre près de 8 ans lorsqu'il vivait avec la mère de ses enfants. Mais lorsqu'un de ses amis proches est décédé, il a rechuté. Et cela a également conduit à la fin de cette relation. Au cours de l'enquête qui a suivi, il est apparu qu'il avait commencé à vendre des substances illégales et qu'il s'était mis à recouvrer des dettes pour le compte d'autres trafiquants, ce qui est très dangereux. Pendant tout cela, Richard est toujours resté en contact avec sa famille et il parlait à sa mère au moins une fois par semaine. Il visitait souvent ses parents, mais la dernière fois qu'il a été vu chez eux était le 24 octobre de cette année-là. On sait qu'autour de 22 heures le 1er novembre, il a été vu par Rebecca King et Liani Hewitt à Palmerston. Il leur avait demandé de l'argent pour l'essence et vers 22h08, ils se sont rendus à une station-service de Palmerston où Liani a payé son essence. Il a déposé les 2 femmes chez Rebecca, puis est parti en voiture. Il est possible qu'il ait voulu aller chez un dealer nommé Wayne Puertel, où il avait laissé son téléphone plus tôt, mais on ignore s'il l'a fait. La voiture a été examinée et plusieurs fouilles menées, mais aucune preuve n'a permis de savoir où Richard était allé, ni ce qui lui était arrivé. Une enquête judiciaire a conclu qu'il n'est probablement plus en vie, mais on ignore toujours s'il a été victime d'un acte criminel. La famille de Richard espère que son affaire sera résolue, pour enfin trouver une forme d'apaisement, et a lancé un appel au public pour toute nouvelle information pertinente sur son dossier. Il est décrit comme ayant la tête rasée, les yeux marrons, mesurant 1,70 m avec une corpulence moyenne. Toute personne pouvant aider à faire avancer son dossier est priée de contacter Crime Stoppers Australie au 1-800-333-0000. En septembre 1996, la très populaire émission télévisée pour enfants Pokémon a été diffusée pour la première fois aux États-Unis. Et depuis, la franchise n'a cessé de gagner en popularité, non seulement auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes fans de la série. Sa popularité a entraîné la production de films, la fabrication de jouets, la sortie de jeux vidéo et l'invention de jeux de cartes à collectionner. Certaines de ces cartes à collectionner sont à la fois très rares et précieuses. Par exemple, la carte Noctali EX avec une illustration spéciale se vend jusqu'à 1100 $, alors qu'un Mega Dracofeu EX avec une illustration spéciale vaut 600. Mais certaines cartes sont bien plus précieuses que celles-ci. Certaines cartes à collectionner Pokémon se sont vendues pour des centaines de milliers de dollars. Avec une carte en particulier, Pikachu Illustrator, qui s'est vendue aux enchères en 2026 pour la somme incroyable de 92 000 $, ce qui était un record du monde à l'époque. Inutile de préciser que les fans et collectionneurs recherchent toujours les éditions les plus rares. Mais un criminel à Atlanta, en Géorgie, a décidé de recourir à d'autres moyens pour mettre la main sur certaines de ces cartes. En novembre et décembre 2025, plusieurs magasins de la région ont été cambriolés par une personne qui a ensuite volé autant de cartes Pokémon qu'elle le pouvait. Les caméras de surveillance de l'un des magasins à Kalou, appelé One Up Games, ont réussi à prendre le coupable sur le fait alors qu'il volait pour 4 000 $ de marchandises. On y voyait un homme portant un casque de moto entrer dans le magasin avant d'utiliser le casque pour briser les vitrines où étaient conservées les cartes. Il a ensuite ramassé des poignées de cartes qu'il a fourrées dans un sac de sport. Le propriétaire a ensuite révélé que certaines des cartes valaient jusqu'à 675 $ chacune. Le propriétaire d'un autre magasin de Duluth, appelé Top Card, a signalé à la police qu'on leur avait volé pour 50 000 $ de cartes Pokémon. Et les images de surveillance de ce magasin sont presque identiques à celles du premier.
À cette occasion, on pouvait entendre le coupable s'enfuir sur ce que les enquêteurs supposent être une moto. Ensuite, le propriétaire de Catch Catchback Cards à Suwannee a contacté la police pour signaler que quelqu'un avait brisé la vitrine du magasin avant de s'enfuir avec des cartes d'une valeur de 20 à 30 000 $. Le magasin Tag Collect à Carrollton n'était ouvert que depuis 2 mois, lorsqu'il a également été cambriolé en décembre 2025. Le magasin a été laissé en désordre après qu'un voleur s'est introduit de force et a volé des cartes Pokémon d'une valeur comprise entre 80 000 et 100 000 $. Pour couronner le tout, le voleur a également endommagé le sol et la porte d'entrée du magasin après avoir défoncé la porte avec une boule d'attelage, et ils ont dû être remplacés. Le propriétaire a affirmé que certaines cartes sont très rares et impossibles à remplacer. On ne sait pas encore si ces cambriolages sont liés et si la même personne en est responsable. Et la police a demandé à toute personne ayant des informations de contacter son commissariat local afin que là où les personnes responsables des vols puissent être traduites en justice. Le musée du Louvre, situé à Paris, en France, est l'un des musées les plus célèbres et les plus réputés au monde. Il est surtout connu pour abriter la Joconde de Léonard de Vinci. Cependant, depuis 1779, ce tableau a été exposé dans la chambre de Napoléon Bonaparte pendant 4 ans, entre 1800 et 1804, après quoi il a été restitué. Cependant, le musée ne possède pas uniquement de célèbres tableaux. De nombreux objets magnifiques et inestimables sont conservés au musée, notamment des bijoux, des artefacts égyptiens, des sculptures, des meubles anciens et des tapisseries. Ainsi, le musée attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs, dont la plupart sont soit des amateurs d'art, soit des touristes visitant la ville historique. Le 19 octobre 2025, un groupe de cambrioleurs a pris pour cible le Louvre. Un acte que personne n'aurait pu prévoir. Et s'est enfui avec plusieurs de ces objets inestimables. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a indiqué que les voleurs avaient utilisé une nacelle élévatrice pour accéder à une salle du musée quelques minutes après son ouverture. 2 hommes sont arrivés avec un camion à plateau et ont utilisé la nacelle pour atteindre le balcon d'Apollon. À partir de là, ils ont eu peu de difficultés à entrer, car la porte menant du balcon vers l'intérieur était vieille, branlante et non sécurisée. Au cours des 4 minutes suivantes, ils ont réussi à découper les vitrines contenant des objets précieux, dont 2 tiares royales françaises ayant appartenu à l'impératrice Eugénie, ainsi que des boucles d'oreilles en émeraude et un collier en émeraude ayant autrefois appartenu à l'impératrice Marie-Louise. D'autres objets précieux ont été volés, mais une couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée après qu'un voleur l'a laissée tomber en fuyant. Une fois le vol terminé, les voleurs ont tenté d'incendier le camion à plateau, mais leurs efforts ont échoué. Ils ont sauté sur des scooters et se sont enfuis. 30 secondes avant l'arrivée des agents de sécurité, partis dans la mauvaise direction après l'alarme. La couronne en or, qui contient également des diamants et des émeraudes, a été endommagée avant d'être retrouvée. Mais elle a maintenant été rendue à sa place légitime, au musée. Les 2 voleurs ont laissé derrière eux un casque de moto et un gilet, ce qui a permis à la police d'obtenir des preuves ADN. Elle a été reliée à un homme appelé Abdoulaye N, qui a rapidement été arrêté. Et Ayadje a été placé en garde à vue alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un avion pour retourner dans son pays d'origine, l'Algérie. Un autre homme, Slimani K, faisait la queue à un match de football lorsqu'il a été retrouvé. Et enfin, Rachid H a décidé de raconter le braquage à sa famille, ce qui a conduit à son arrestation. Les noms de famille des hommes restent confidentiels. Il s'est ensuite avéré que les coupables s'étaient rencontrés dans un quartier de Paris et qu'après y être retournés, ils s'étaient arrêtés pour admirer leur butin mal acquis tout en se tenant sous une caméra de surveillance. Les 4 hommes, connus comme petits délinquants, sont soupçonnés d'avoir été engagés pour voler des objets valant plus de 100 millions de dollars. Les voleurs ont révélé avoir été engagés par 2 hommes à l'accent slave qui leur ont versé 15 000 livres chacun pour le braquage. Ils ont refusé de divulguer d'autres informations, y compris l'endroit où se trouvent les objets volés, et il a été suggéré que ces objets inestimables ont déjà été démontés et vendus à des acheteurs sur le marché noir. Dans la foulée, la présidente du Louvre, Laurence Decart, a démissionné de son poste et le personnel du musée a entamé une série de grèves pour protester contre les mauvaises normes de sécurité du bâtiment et attirer l'attention sur la nécessité d'effectuer des rénovations
et de réclamer des salaires plus élevés. Bien que les 4 voleurs aient été arrêtés, les objets volés n'ont jamais été retrouvés. Et s'ils ont effectivement été démontés et vendus, il est probable qu'on ne les reverra jamais. Les braquages de banques sophistiqués et complexes sont généralement réservés au cinéma, car les braqueurs de banque préfèrent habituellement commettre leurs crimes en entrant par la porte principale de l'établissement et en s'enfuyant dès qu'ils ont l'argent qu'ils étaient venus chercher en main. Mais ce ne fut pas le cas lors du week-end de Noël 2025 à Gelsenkirchen, en Allemagne, où des cambrioleurs ont réalisé l'un des braquages les plus sophistiqués de ce genre depuis des décennies. La banque en question est une agence de la Sparkasse située dans un parking, et c'est de là que les braqueurs, dont on pense qu'ils étaient au nombre de 7, ont réussi à mettre en œuvre leur plan élaboré. À ce moment-là, la banque était fermée pour la période de Noël, et profitant de ce fait, les voleurs ont utilisé une grande perceuse pour créer un trou dans l'un des murs du bâtiment. Ils sont ensuite entrés dans une salle des coffres souterraines, contenant de l'argent et des milliers de coffres-forts de clients de la banque. 3000 de ces coffres ont alors été forcés, et les coupables se sont servis en bijoux, or, argent liquide et autres objets de valeur, pour un total estimé à environ 30 millions d'euros, soit 52 millions de dollars. On soupçonne que les voleurs avaient une connaissance préalable de la disposition du bâtiment et que des mois de préparation ont été nécessaires avant que le braquage ne soit exécuté. Seulement environ 5% des coffres-forts ont été laissés intacts, probablement parce que les braqueurs ont senti qu'il manquait de temps et qu'ils devaient prendre la fuite. Ils avaient cependant plus de temps qu'ils ne le pensaient, car la police n'a pris connaissance du vol qu'après qu'une alarme incendie se soit déclenchée dans le bâtiment le lundi matin, 29 décembre, et qu'une enquête ait été lancée. La police a annoncé que la valeur moyenne de chaque coffre-fort était d'environ 11 700 $, bien que les propriétaires de certains coffres aient ensuite déclaré que les objets dans leurs coffres valaient bien plus que cela. En examinant les images de vidéosurveillance des environs, la police a remarqué une Audi RS6 noire quittant le parking de la banque, et à l'intérieur, ils ont réussi à apercevoir plusieurs individus masqués. La plaque d'immatriculation de la voiture était également clairement visible, mais lorsqu'elle a été retrouvée, il s'est avéré qu'elle avait été volée à Hanovre à un moment donné, ce qui se trouve à environ 30 km de là. Dès que la nouvelle du braquage s'est répandue, certains clients de la banque se sont rassemblés devant le bâtiment pour exiger des explications sur la façon dont cela avait pu se produire. Certains ont commencé à proférer des menaces contre des employés de la banque, mais la foule a finalement été calmée pendant que la police cherchait des indices à l'intérieur du bâtiment et dans le parking adjacent. Chaque client touché par le braquage a reçu une notification écrite et une ligne d'assistance permet d'échanger avec le personnel sur les coffres-forts forcés. On pense que 5 à 7 personnes sont responsables du braquage et elles n'ont pas encore été identifiées. 4 des 5 suspects d'un braquage à Bristol, en Angleterre, ont été filmés par vidéosurveillance. Le 5e a été placé en garde à vue. La police invite toute personne pouvant reconnaître les 4 hommes restants à la contacter. Les détails sur la façon dont le groupe de voleurs est entré dans le musée n'ont pas été rendus publics. Et la nouvelle du vol n'a été annoncée que 3 mois après les faits, car la police a attendu que le personnel du musée détermine ce qui avait été volé. Ce n'était pas une tâche facile, comme on le verrait plus tard. Pas moins de 500 objets étaient manquants dans la collection de l'Empire britannique et du Commonwealth, qui étaient entreposés dans l'une des réserves extérieures du musée, sur Cumberland Road. Les objets n'étaient donc pas exposés alors. Une fois le décompte achevé, il a été constaté que de nombreux objets précieux manquaient, notamment des spécimens géologiques, pièces d'histoire naturelle, objets en ivoire, figurines en argent et bronze, colliers, bagues, bracelets, ainsi que des objets militaires comme médailles, épingles et insignes. La valeur de ces objets n'a pas été divulguée au public, mais on pense qu'ils ont une grande valeur. Beaucoup de ces objets ont une importance culturelle non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi dans les pays du monde entier qui font partie du Commonwealth. À la suite du braquage, les mesures de sécurité dans et autour du musée, ainsi que dans ses installations de stockage, ont été renforcées. Mais beaucoup ont estimé que cette décision arrivait trop tard, car le mal était déjà fait. Espérant que quelqu'un identifie les voleurs du braquage, des images de vidéosurveillance et des descriptions des suspects recherchés ont été diffusées au public. Les 4 hommes sont tous supposés être de type caucasien,
et le premier suspect est décrit comme ayant une carrure robuste ou moyenne et portant un chapeau blanc, une veste noire, un pantalon clair et des chaussures noires. Le deuxième homme portait une veste à capuche grise, un pantalon et des chaussures noires. On pense qu'il a une silhouette mince, et sur les images, il apparaît légèrement en retrait du groupe, regardant continuellement par-dessus son épaule. Le troisième suspect est décrit comme de carrure robuste. Sur les images, il porte une veste noire, une casquette verte, des chaussures blanches et un short clair. On pense qu'il a subi une blessure à la jambe droite à un moment de sa vie, car on le voit boiter de ce côté après le braquage. Enfin, le quatrième suspect portait un coupe-vent bicolore, orange et noir, un pantalon noir et des chaussures blanches. Il est corpulent et grâce à l'angle de la caméra de sécurité, on voit qu'il a une large calvitie sur le dessus de la tête. Pour l'instant, un homme de 41 ans a été placé en garde à vue, bien qu'il faille préciser qu'il a été arrêté pour suspicion de recel de biens volés plutôt que pour une implication directe dans le braquage. Un détail intriguant dans cette affaire est de savoir comment les 4 hommes ont réussi à transporter les 600 objets volés, puisque les images les montrent marchant dans la rue, sans sac de sport, conteneur ou quoi que ce soit qui aurait pu les aider à emporter les objets loin des lieux. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez reconnaissez l'un des hommes sur les images, il vous est demandé de contacter Crime Stoppers au 0800 555 111 ou d'appeler le numéro d'urgence 101 en mentionnant le numéro de dossier 522 526 9603. La plupart des cambriolages de musées sont minutieusement planifiés des mois à l'avance. Mais un vol commis dans une réserve délocalisée appartenant à l'Oakland Museum of California est considéré comme un crime d'opportunité. Le cambriolage a eu lieu seulement 4 jours avant le vol mentionné précédemment au musée du Louvre, le 15 octobre 2025. Les voleurs ont réussi à pénétrer dans le musée, après quoi ils se sont servis de plus de 1000 artefacts. Cela comprenait des paniers amérindiens, des objets historiques et des bijoux. Les voleurs visaient tout objet de valeur, plusieurs ordinateurs portables ayant aussi été volés dans le bâtiment. Parmi les autres objets volés figurent des souvenirs militaires, des pins politiques, des objets en ivoire gravés et d'autres artefacts précieux qui pourraient ne jamais être remplacés. Bien que le cambriolage ait eu lieu dans la nuit du 15 octobre, le vol n'a été découvert que le lendemain matin. Lorsque le personnel du musée est arrivé à l'entrepôt de stockage délocalisé, il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas et que de nombreux objets qui y étaient conservés avaient disparu. Pour aggraver la situation, près d'1 millier d'objets étaient introuvables, tandis que les autres centaines de milliers de pièces restaient intactes. La valeur monétaire de ces artefacts n'a pas été divulguée par les autorités, mais la perte du musée est considérée comme importante. Il a fallu des semaines avant que les objets volés puissent être précisément identifiés, ce qui a entraîné un retard important entre l'exécution du vol et la divulgation publique de l'information. Les courtiers d'assurance ont ensuite été informés des objets manquants et ils ont pu déterminer la valeur des artefacts volés. On espère récupérer certains objets avant que les voleurs ne les vendent. Les pièces les plus précieuses sont des paniers tressés par une tribu autochtone du nord de la Californie. La police a demandé aux prêteurs sur gage locaux et nationaux de rester vigilants, au cas où les voleurs tenteraient de les vendre ainsi plutôt que sur le marché noir. Parmi les autres pièces de valeur figure une collection de bijoux en pierre et en métal créée par un artiste californien bien connu, ainsi que plusieurs objets en ivoire gravé, sculptés dans des morceaux d'ivoire. Le directeur et PDG du musée, Lori Fogarty, a déclaré aux médias que le personnel du musée avait été dévasté par la perte de ces objets, mais a ajouté qu'il ressentait particulièrement la perte des paniers amérindiens. Ces paniers ont été fabriqués vers le début des années 1900, et le fait qu'ils aient survécu aussi longtemps est vraiment remarquable. On craint que les voleurs ne comprennent pas la valeur de ces pièces et puissent les détruire au lieu de les rendre au musée auquel elles appartiennent. Ce n'était pas non plus la première fois que le musée d'Oakland était visé. En 2012 et 2013, des pépites d'or et d'autres artefacts de l'époque de la ruée vers l'or ont été volés sur le site principal. Mais le coupable a finalement été retrouvé et arrêté avant d'être condamné à 4 ans de prison. Pour l'instant, aucun suspect n'a été identifié.
Mais la police a demandé à toute personne ayant des informations sur le vol de se manifester, dans l'espoir que les coupables soient arrêtés et que les artefacts puissent être rendus au musée avant d'être endommagés ou vendus. En 1799, l'idée de faire travailler des enfants était courante, donc personne n'y a vraiment prêté attention lorsqu'un représentant d'une filature de coton en Angleterre est arrivé à la maison de travail de Sainte Pancras, à Londres, à la recherche d'enfants pour accomplir certaines tâches à la filature. Il assura que les enfants travaillant là-bas seraient bien traités et pourraient envoyer de l'argent à leur famille. Une offre qu'il ne pouvait guère refuser, car le travail était rare et la rémunération habituelle misérable. Jusqu'à 80 enfants se sont inscrits pour le travail et ont signé des contrats qui les engageaient à remplir leurs fonctions à la filature, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 21 ans. Pour beaucoup, cela signifiait qu'ils seraient liés à la filature jusqu'à 14 ans. La paye était bien inférieure à ce qui avait été promis et les tâches à accomplir étaient très dangereuses. Beaucoup d'enfants étaient employés comme rattacheurs, ce qui signifiait qu'ils devaient ramper sous les parties mobiles de la filature pour ramasser le coton tombé et les fils cassés. Ils devaient également travailler 12 heures par jour et souvent, ils devaient rester à la filature après la fin de la journée pour nettoyer les machines utilisées, tandis que les adultes employés pouvaient rentrer chez eux auprès de leur famille. Beaucoup d'ouvriers finissaient par perdre l'ouïe à cause du bruit produit par les machines. Et comme les conditions dans ces filatures étaient épouvantables, beaucoup contractaient des maladies dont ils ne se remettaient jamais, car ils n'avaient pas les moyens de se payer des soins médicaux appropriés. Bien que ces récits nous paraissent horribles aujourd'hui, ce genre de traitement durait depuis des décennies et était devenu normal à l'époque. On peut penser que les enfants des filatures faisaient parfois des bêtises pour oublier leurs conditions misérables. Et c'est probablement ce qui a provoqué l'événement inexplicable qui s'est produit dans une filature de coton du Lancashire en 1787. Le 15 février de cette année-là, une jeune fille employée à la filature décida de faire une farce à l'une de ses collègues. Elle avait attrapé une souris qui courait partout et l'a relâchée près de la femme, laquelle, selon certains, avait très peur des rongeurs. Elle a eu si peur qu'elle a commencé à avoir une crise qui a duré des heures. Elle l'a récupérée et est rentrée chez elle pour se reposer. Mais l'affaire ne faisait que commencer. Le lendemain, 3 autres employés ont eu des crises similaires, sans explication. Le lendemain, 6 autres personnes ont eu des crises. Ne sachant pas quoi faire, les propriétaires ont fermé la filature quand les habitants ont commencé à soupçonner quelque chose de sinistre. Le docteur William Sinclair a été appelé à la filature et à son arrivée, il a été choqué de trouver 24 personnes souffrant de crise. Cette affaire était d'autant plus étrange qu'au moins 5 personnes atteintes, travaillant dans une usine à 8 km, présentaient les mêmes symptômes. Il a réussi à maîtriser la situation en calmant les patients et il a conclu qu'ils souffraient d'une sorte d'hystérie ou d'anxiété. L'affaire n'a jamais été complètement expliquée et à ce jour, nous n'avons aucune idée de la façon dont la réaction d'une femme à une farce a pu se transmettre à au moins 30 autres personnes dont certaines n'avaient même pas entendu parler de l'incident initial. L'expédition de Lewis et Clark a été entreprise par le capitaine Meriwether Lewis et le lieutenant William Clark, et elle a été lancée dans le but d'explorer l'achat de la Louisiane ainsi que le nord-ouest Pacifique. Ce voyage verrait l'expédition d'environ 50 hommes parcourir une distance d'environ 13 000 km depuis Saint-Louis, Missouri, jusqu'à l'océan Pacifique, puis revenir en passant par le fleuve Missouri. En chemin, ils prenaient des notes sur la faune et la flore différentes que l'on pouvait trouver dans ces régions, ainsi que des détails sur les peuples autochtones qu'ils rencontraient. Le voyage a permis la découverte de nombreuses plantes et animaux différents. Mais au moment où il s'est achevé, un total de 8 nouvelles plantes et 12 animaux avaient été répertoriés, dont l'ours grizzly et le chien de prairie. Pendant que le groupe se trouvait en pleine nature, il ne manquait jamais de nourriture ni d'eau, car ils rencontraient souvent d'immenses troupeaux de bisons et complétaient leur alimentation avec des baies sauvages et des légumes racines. Il y a eu des moments difficiles pendant ces 2 années, car certains membres ont souffert de dysenterie, de piqûres de tiques et d'autres blessures. Mais tout le monde est rentré sain et sauf, à l'exception d'un homme qui n'est pas revenu à cause d'une appendicite. À tout point de vue, l'expédition a été un franc succès, car le groupe a également réussi à entrer en contact avec certaines tribus autochtones de ces régions et a commencé à établir des relations diplomatiques avec leurs chefs.
Mais il y a eu un incident qui a laissé le groupe perplexe, et il n'a toujours pas été expliqué à ce jour. Le 4 juillet 1805, ils transportaient leurs bateaux et leurs provisions dans la région de Great Falls, et ils avaient décidé de célébrer ce jour-là en organisant un festin et une danse plus tard dans la soirée. Mais dès leur arrivée, les hommes ont remarqué un bruit étrange qui, selon le journal de Lewis, semblait venir du nord-ouest. Il l'a décrit comme ressemblant au bruit d'un canon d'environ 6 livres tiré, bien qu'il n'ait trouvé aucune source à ce bruit. Au début, lorsqu'on lui a parlé du bruit, il pensait qu'ils avaient probablement entendu le tonnerre au loin. Mais en y prêtant attention, il a reconnu que cela ressemblait au bruit d'un tir d'artillerie. Il décida de rester immobile pendant environ 1 heure lorsqu'ils atteignirent les plaines. Et il entendit encore 2 fois le bruit. Il remarqua que la journée était sans nuages, excluant le tonnerre, et nota la provenance des bruits avec sa boussole. Parfois, il entendait 1 ou 2 détonations sur une longue période, et à d'autres moments, il y avait 6 ou 7 bruits en succession rapide. De plus, les bruits pouvaient être entendus à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, et il ne semblait y avoir aucune logique ou raison à cela. Il se souvenait que les membres de la tribu amérindienne Minotori avaient parlé de ces sons, mais les hommes avaient rejeté leurs affirmations jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes confrontés au phénomène. Comme ils étaient pressés par le temps, l'expédition n'a pas eu le temps d'enquêter, mais les voyageurs suivants dans la région ont également rapporté avoir entendu les mêmes sons, et ils n'ont jamais été expliqués. Les affaires de Jack l'Éventreur sont, sans aucun doute, parmi les crimes non résolus les plus célèbres de toute l'histoire. Depuis 1888, lorsque ces crimes ont été commis, les historiens et les passionnés de criminologie ont tout fait pour découvrir la véritable identité de Jack l'Éventreur. Mais personne n'a jamais pu déterminer avec certitude qui il était. De nombreux suspects ont été évoqués au fil des ans, et, bien que plusieurs correspondent à la description de cette figure mystérieuse, il reste presque impossible de prouver qu'une personne précise était coupable. Non seulement car cela s'est produit il y a longtemps, mais aussi à cause du manque de preuves et de témoins. Ceux qui pensaient avoir vu le coupable l'ont décrit comme mesurant environ 1,68 m, avec une apparence respectable. Ils ont également rapporté qu'il avait entre 30 et 40 ans, qu'il portait une petite moustache brune et un manteau sombre, ainsi qu'un chapeau de chasse ou un chapeau melon. Plusieurs témoins pensaient qu'il était probablement médecin ou exerçait une profession similaire, et de nombreux historiens partagent cette théorie à cause de la façon dont les crimes ont été commis. L'homme considéré comme suspect, du moins un temps, était Thomas Cutbush, décrit comme un individu étrange et violent. À l'époque des crimes de Jack l'Éventreur, il était souvent vu à Whitechapel, dans l'est de Londres, bien qu'il ait résidé à Kennington, au sud de la ville. Il travaillait comme employé de bureau, et lorsque les crimes de l'Éventreur ont commencé, Cutbush a commencé à souffrir de problèmes de santé mentale. Parfois, on le voyait rentrer chez lui, après avoir erré dans les rues toute la nuit, et plusieurs témoins ont vu ses vêtements couverts soit de boue, soit de matière biologique. Il a fini par prétendre que son médecin tentait de l'empoisonner. Et après avoir demandé l'aide d'un avocat, il a changé d'avis, car il était convaincu que l'avocat complotait aussi contre lui. Il est devenu évident que sa santé mentale était en jeu. Alors il est allé dans une clinique à Lambeth, mais il a rapidement réussi à s'échapper grâce à un infirmier qui ne faisait pas attention. Il a couvert son visage de boue pour se déguiser, puis a blessé une femme lors d'une attaque frénétique à minuit. Il a été arrêté grâce au témoignage d'un témoin de l'incident, mais il n'a pas pu être incarcéré, car il a été jugé fou. Il a été envoyé à l'asile d'aliénés de Broadmoor, où, selon les gardiens, il semblait hébété et incohérent. Il délirait sur un complot contre lui et refusait parfois de manger, pensant que sa nourriture était trafiquée. Il a menacé de nombreux autres patients et, à une occasion, a attaqué un gardien sans aucune provocation. Après la visite de sa mère en avril 1903, elle a tenté de l'embrasser pour lui dire au revoir. Mais Cutbush a aussitôt essayé de la mordre, puis proféré une tirade de menaces contre elle, sans raison. Pendant un certain temps, on a soupçonné qu'il était Jack l'Éventreur, non seulement parce qu'il correspondait à la description, mais aussi parce que les crimes ont cessé dès qu'il a été envoyé à l'établissement. De nombreux historiens pensent qu'il n'a jamais été accusé des crimes parce qu'il était le neveu du surintendant Henry Cutbush, et qu'un tel scandale aurait pu ruiner sa carrière. Cette théorie, bien sûr, n'a jamais été prouvée. Et même si nous ne saurons peut-être jamais qui était Jack l'Éventreur,
Cutbush reste assurément un excellent suspect. Plasteg est un manoir familial jacobéen qui a été construit pour Sir John Trevor en 1610 dans le Flintshire, au nord du pays de Galles. Trevor resta dans la maison jusqu'à sa mort, 19 ans plus tard, et après le décès de son épouse, Lady Margaret Trevor, en 1643. Elle demeura inoccupée pendant toute la durée de la guerre civile anglaise. Pendant cette période, le bâtiment fut pillé à 2 reprises, et des décennies plus tard, il servit de tribunal. La maison resta inoccupée jusqu'au début du XXe siècle, quand la famille Trevor la récupéra. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle servit de camp de soldats. À la fin de la guerre, elle fut vendue à une société de vente aux enchères et transformée en espace de stockage, ce qui entraîna sa détérioration rapide. En 1950, il a été suggéré que le bâtiment soit démoli car il était devenu dangereux, mais cela n'a pas été fait. Et en 1986, il a été acheté par Cornelia Bailey, qui l'a restauré. Avec le temps, la maison a gagné une mauvaise réputation à cause d'événements étranges et d'apparitions, et beaucoup pensaient que tout avait commencé avec Dorothy, la fille de Trevor. Elle était amoureuse du fils du fermier, mais ses parents désapprouvaient qu'elle fréquente quelqu'un de rang inférieur. Ils lui interdirent de revoir le jeune homme, mais ils se retrouvèrent en secret et décidèrent de s'enfuir pour se marier. Au cours de quelques jours, Dorothée apportait des bijoux dans le jardin, où elle déposait les objets dans une boîte qu'elle enterrait près d'un puits. Enfin, la veille du jour où le couple avait prévu de s'enfuir, elle descendit dans le jardin pour récupérer les bijoux qui serviraient à payer leur mariage. Malheureusement, elle a glissé et est tombée dans le puits. Et les habitants de la région affirment encore entendre son esprit marcher le long de l'autoroute A541, qui est la plus proche du manoir. Parfois, des conducteurs s'arrêtent après avoir heurté quelqu'un avec leur voiture, pour constater que la silhouette a mystérieusement disparu. Le jeune homme, qui n'a jamais appris le sort de Dorothy et qui croyait qu'elle l'avait simplement abandonné, serait parfois aperçu en train de se promener dans la région, bien qu'il soit décédé il y a des siècles. Des témoins ont également décrit avoir vu l'esprit d'Elizabeth Frances Trevor Roper, qui a vécu un événement tragique. Elle était amoureuse de l'homme, mais sa famille exigea un duel pour décider si elle l'épouserait ou un autre. L'homme qu'elle aimait a perdu le duel, et on le voit souvent courir après son esprit inconsolable, la main sur sa blessure à l'épaule. On raconte que la scène se répète souvent, poussant beaucoup à croire que le manoir est hanté. On dit que d'autres esprits vivent aussi dans la maison. Le juge Jeffreys, qui a servi la cour en tant que place d'Ag, a été aperçu se promenant sur la propriété, et la rumeur veut que son esprit soit tourmenté par un sentiment de culpabilité. Certains visiteurs disent avoir entendu le cri d'un homme que l'on attribue à l'esprit de John Trevor V, qui a vécu dans la maison au milieu du XVIIIe siècle. Selon certains, pas moins de 15 esprits peuvent être aperçus dans les couloirs de la maison et sur ses terrains. Et aujourd'hui, elle sert d'attraction hantée pour ceux qui osent la visiter. Il a souvent été rapporté qu'en temps de guerre, des soldats et des civils ont aperçu d'étranges lumières dans le ciel qu'ils n'ont pas pu expliquer. Mais un incident qui s'est produit à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan en 2020 a laissé peu de doute aux ufologues quant au fait qu'un engin extraterrestre était présent pendant la guerre en Afghanistan. Des membres du personnel militaire américain ont aperçu l'étrange objet et ont pu en filmer des images qui ont ensuite été rendues publiques en 2025. Il a été rendu public par les journalistes Jérémy Corbel et Georges Knapp, et le département de la Défense a depuis publié un communiqué au sujet de l'incident. Ils ont affirmé que l'objet de cette vidéo différait des autres engins déjà filmés. D'ordinaire, les objets étaient oblongs, comme un tic-tac, alors que ceux de cette vidéo avaient la forme classique d'une soucoupe vue dans les films, bien que le public ait déjà observé de tels objets dans le ciel. En utilisant cette vidéo comme référence, il a été déterminé que l'engin mesurait entre 200 et 400 mètres de long. Il faut noter qu'il ne s'agit que d'une estimation, l'objet entrant et sortant des nuages pendant le tournage, rendant difficile la mesure précise de ses dimensions. Les chercheurs ont ensuite déclaré que toute suggestion selon laquelle cet objet serait un artefact de la caméra peut être écartée d'emblée, car sa forme est indéniable. Et ils estiment que le fait qu'il puisse se déplacer à de telles vitesses, tout en changeant de direction à des angles aigus, parfois en reculant sans avertissement,
suggèrent qu'il est plus avancé que n'importe quel aéronef existant sur Terre. Ces mêmes experts ont passé environ 2 ans à étudier les images et selon eux, elles sont totalement authentiques. Le film a aussi été envoyé à d'autres chercheurs qui ont partagé cet avis. Ils ont ensuite interrogé des responsables gouvernementaux liés aux programmes officiels sur les ovnis qui ont confirmé l'authenticité des images. Ils ont ajouté que les images n'auraient jamais dû être publiées car elles étaient classées secrètes. Des recherches ont montré que l'objet avait été repéré et filmé lors d'une mission de reconnaissance à haute altitude à la frontière des 2 pays et que des images thermiques ont été utilisées pendant le tournage, révélant une signature thermique anormale. Tout engin normal aurait montré des signes de chaleur intense grâce à son système de propulsion. Mais l'objet en question n'a jamais dégagé de chaleur, ce qui a amené les experts à penser qu'il était propulsé par une force que nous ne comprenons pas. 2 autres extraits de meilleure qualité ont été publiés, en plus de la séquence originale, pour mieux montrer l'engin en forme de disque. Un ufologue a affirmé n'avoir jamais vu d'objet circulaire sur aucune vidéo militaire de PAN, ce qui rend cet enregistrement révolutionnaire. Deuxièmement, il a ajouté que la maniabilité de l'engin dépassait tout ce qu'il avait jamais vu. Il a aussi été surpris que l'engin ne dégage aucune chaleur dans les nuages et a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un engin sphérique, pas d'un disque. Le fait que l'armée ait parlé d'un disque a convaincu beaucoup que ce n'était pas une sphère, mais un engin en forme de soucoupe volante. Après la diffusion des images, de nombreux experts ont demandé au gouvernement de réagir et de partager enfin avec le public les informations recueillies sur ce phénomène. En 1983, une école située en Cisjordanie, sur le fleuve Jourdain en Palestine, est devenue le théâtre d'un événement étrange. Cela a laissé les experts complètement désemparés alors qu'ils tentaient de comprendre ce qui avait pu provoquer les mêmes symptômes chez près de 900 personnes, sans cause apparente. L'incident a commencé le 21 mars de cette année-là, lorsque 32 écolières d'une école du village d'Arabé ont commencé à se plaindre de vertiges, de nausées et de violents maux de tête. Quelques-unes des filles se sont évanouies peu après, mais les enseignants de l'école étaient incapables de comprendre ce qui en était la cause. Ils ne pouvaient pas mesurer à quel point chaque patiente ressentait les symptômes, car la nausée, le vertige et la douleur n'étaient pas évaluables. L'école a décidé de faire venir des professionnels de santé qui se sont précipités sur les lieux. Une fois sur place, ils ont prélevé des échantillons biologiques sur chacune des patientes, qui ont ensuite été envoyés à un laboratoire pour des tests et des analyses. Lorsque les résultats sont revenus, ils n'ont révélé aucune anomalie dans l'organisme des filles, et les experts n'ont pu fournir aucune explication plausible à ce qui s'était passé. Certaines des patientes ont dû être hospitalisées, et même là, les médecins n'ont trouvé aucune cause évidente aux évanouissements. L'étape suivante était de prélever des échantillons dans diverses zones de l'école, car les patientes pouvaient avoir été exposées à un produit chimique dangereux ou une bactérie. Une alerte a brièvement été déclenchée après la découverte d'une poudre jaune non identifiée sur un rebord de fenêtre. Mais les analyses ont révélé qu'il s'agissait de pollen apporté par le vent, phénomène courant dans la région à cette période. Aucune trace de produit chimique inhabituel n'a été détectée. Les chercheurs sont donc retournés à la case départ. Il semblait que l'incident était un cas isolé, mais ensuite, de plus en plus de personnes ont commencé à se rendre à l'hôpital en se plaignant des mêmes symptômes. Au cours de 14 jours jusqu'à 900 personnes ont été traitées pour la même affection, bien que personne ne sache vraiment ce qui l'avait provoqué. La majorité des patientes étaient des adolescentes, mais certains soldats israéliens ont aussi été soignés pour vertiges et évanouissements. Comme on pouvait s'y attendre, cela a provoqué une montée des tensions en Cisjordanie, car le gouvernement palestinien soupçonnait l'utilisation d'une arme interdite pour chasser les habitants de la région. Les mêmes accusations ont été formulées du côté israélien, alors que des responsables ont supposé que l'arme avait été utilisée pour inciter à des manifestations et à d'autres troubles. L'incident a été minutieusement examiné par les responsables de la santé israéliens, mais ils n'ont pas pu déterminer la cause des malaises. Il a donc été suggéré qu'un facteur environnemental était en cause. Mais ensuite, des incidents similaires ont été signalés dans la ville de Jénine, qui se trouve à environ 65 km du site d'origine. Faute d'autres explications,
les experts ont commencé à supposer qu'une forme d'hystérie collective était en cause, puisque jusqu'à 900 personnes ont été touchées. Des incidents similaires dans d'autres pays se sont révélés être dus à un stress excessif. Cela expliquerait pourquoi des patients de régions éloignées ont présenté simultanément des symptômes sans qu'aucune cause organique ne soit trouvée. Des experts doutent de la théorie de l'hystérie collective, faute de preuves solides de son existence. Mais en l'absence d'indices, la pathologie semble être l'explication la plus plausible. La plupart d'entre nous connaissent le terme « wanderlust » comme un fort désir de voyager et d'explorer. Mais pour un homme nommé Jean-Albert Dadas, ce terme a pris un tout autre sens dans les années 1860. Dadas est né à Bordeaux, en France, en 1860, dans une famille d'ouvriers d'une compagnie gazière qui exerçait ce métier depuis des générations. Son enfance fut étrange, car son père avait contracté la syphilis et était un hypocondriaque notoire, et sa mère est décédée lorsqu'il avait 17 ans. À 8 ans, Dadas est tombé d'un arbre en jouant et a eu une grave commotion cérébrale après s'être cogné la tête. Il a commencé à souffrir de migraines invalidantes, soupçonnées d'être liées aux incidents étranges survenus plus tard dans sa vie. 4 ans plus tard, il a commencé à travailler comme apprenti dans une compagnie gazière et au début tout se passait bien, mais un jour, il a soudainement disparu et sa famille a commencé à le chercher frénétiquement. Son frère est allé dans une ville voisine où il a trouvé Dada avec un vendeur ambulant de parapluies, remarquant que Dada agissait étrangement, comme en transe. Quand il a secoué le garçon pour le ramener à lui, on aurait dit qu'il se réveillait d'un rêve et il ne pouvait pas se rappeler comment il s'était retrouvé là où il était. Il ne se souvenait pas d'avoir rencontré le vendeur, ni d'avoir porté les parapluies sur des kilomètres jusqu'à la ville voisine. Ceci marqua le début d'un schéma inquiétant dans la vie de Dadas. Il lui arrivait souvent d'avoir des absences et de se réveiller dans des endroits éloignés de chez lui, sans aucun souvenir de s'y être rendu. Parfois, il reprenait ses esprits pour se rendre compte qu'il avait pris un train et qu'il se dirigeait vers une ville qu'il n'avait jamais visitée auparavant. À d'autres moments, il se réveillait dans une cellule de prison ou sur un banc de parc, confus et désorienté. Lors de certains incidents étranges, il parcourait de telles distances qu'il manquait d'argent pour rentrer et devait travailler afin de payer son billet de train. Lors d'un de ces épisodes, il a été arrêté en tant que travailleur sans papier en France. Ses collègues constataient qu'il errait sans but pendant certains de ses services, sans comprendre comment il évitait le renvoi. Il a séjourné plusieurs fois dans des établissements de santé mentale, mais rien ne montrait qu'il nécessitait un traitement spécifique. Son épisode le plus alarmant s'est produit en 1881, lorsqu'il a décidé de rejoindre l'armée française. Peu de temps après, il a changé d'avis et a déserté. Puis il est parti dans un état de confusion vers Moscou, en passant par Prague, Berlin et Posen. Arrivé en Prusse, il a été attaqué par un chien et hospitalisé, puis arrêté en raison de sa réputation de nihiliste. 3 mois plus tard, il fut renvoyé chez lui, puis reprit simplement son poste à l'usine à gaz. En 1886, Dadas a enfin obtenu quelques réponses lorsqu'un médecin lui a diagnostiqué une affection appelée dromomanie. Les personnes atteintes ressentent une envie incontrôlable de voyager et bientôt plusieurs autres patients ont reçu le même diagnostic. Étrangement, seuls les hommes semblaient être touchés, tous ayant des habitudes sobres et un revenu modeste, mais sans être pauvres. On pense désormais que cette condition relève d'une maladie mentale plus générale. Mais cela reste encore mal compris, malgré des années de recherche menées sur le sujet. Quand on pense aux créatures mythiques appelées Banshee, on imagine généralement une créature effrayante, hurlant depuis une zone boisée sombre, laissant toutes les personnes à portée d'oreille complètement terrifiées. En 1801, Sir Jonah Barrington, homme politique irlandais, a rencontré ce que certains décrivent comme une autre forme de Banshee. Et ces événements qu'il a détaillés dans ses mémoires n'ont jamais été expliqués. Bien que Barrington ait été connu pour avoir vécu de nombreuses aventures et fait d'étranges rencontres au cours de sa vie, les événements d'une nuit en particulier furent sans aucun doute les plus étranges. Un jour de 1801, 29 ans avant la publication de ses mémoires, lui et sa femme s'étaient rendus au château de Deux-de-Blas, depuis leur domicile à Dunren, dans le comté de Wicklow. Et là, ils rencontrèrent le premier baron Rossmore, Robert Cunningham. Il organisait souvent de somptueuses fêtes à Mount Kennedy,
et insista pour que les Barrington y assistent. Ils acceptèrent et se rendirent chez lui le lendemain. Après un dîner copieux et quelques verres, le couple alla se coucher vers minuit. Ils réussirent à dormir pendant environ 2 heures. Mais ensuite, Barrington fut réveillé par un bruit étrange qu'il prit d'abord pour une musique douce provenant d'une source inconnue. Il réalisa que ce n'était ni un instrument, ni une voix humaine, et le son n'était audible qu'en courtes rafales au début. Soudain, son rythme cardiaque commença à s'accélérer, bien qu'il ne puisse pas expliquer pourquoi. En cherchant la source, le son semblait s'estomper jusqu'à devenir à peine audible. Mais ensuite, comme lors d'un crescendo, il devint de plus en plus fort, et la tonalité paraissait presque suppliante. Malgré tout, il ne comprenait pas l'origine, et décida de réveiller sa femme. Elle l'entendit aussi, et ils allèrent à la grande fenêtre donnant sur le jardin pour voir s'il y avait quelque chose d'inhabituel. Ils furent choqués de constater le bruit semblait provenir d'une parcelle d'herbe sous la fenêtre, et on demanda à une domestique d'aller voir. Mais elle eut si peur en entendant le bruit qu'elle refusa. Le bruit continua pendant environ 30 minutes, mais changea soudainement. Barrington a écrit que la parcelle d'herbe semblait pousser un soupir de désarroi, et il pouvait entendre le son de pleurs venant du même endroit avant qu'une voix ne commence à crier. « Rossmore! Rossmore! Rossmore !» Sans avertissement, la voix se tut soudainement, et bien qu'ils aient eu peur, le couple retourna se coucher. Mais le mystère persistait, car ils se sont réveillés avec des nouvelles troublantes. Vers 7 heures du matin, l'un des domestiques frappa à la porte de leur chambre et Barrington, nerveux, alla ouvrir, pensant encore aux événements étranges de quelques heures plus tôt. À sa grande consternation et confusion, on lui annonça que son ami le baron Rossmore était soudainement et inexplicablement décédé vers 2h30 du matin, au moment où la voix avait appelé son nom. Comme il était en bonne santé et de bonne humeur à ce moment-là, aucune cause à son décès n'a jamais été déterminée, laissant certains croire que la Banshee entendue cette nuit-là connaissait son destin imminent ou en était d'une certaine manière responsable, bien que cela n'ait bien sûr jamais été prouvé. Habituellement, lorsqu'une personne prononce une malédiction contre quelqu'un d'autre, c'est par dépit, par vengeance ou par pure méchanceté. Mais un homme nommé John Newton a fait une déclaration similaire pour prouver son innocence d'un crime qu'il n'avait pas commis. Newton, originaire du Pays de Galles au Royaume-Uni, se rendit en 1819 à Montgomery pour devenir régisseur auprès d'une veuve et sa fille vivant dans une ferme de la région. Ce titre signifiait qu'il serait responsable de la gestion générale de la ferme, supervisant les ouvriers qui y étaient employés, tout en veillant à ce que les besoins financiers de la veuve et de sa fille soient satisfaits. Il s'est investi dans ce travail avec enthousiasme et d'après tous les témoignages, il était un travailleur très acharné. Il passait presque tout son temps à la ferme et allait rarement en ville, ce qui lui laissait peu de temps pour se faire des amis sans réel intérêt de sa part. Parfois, il allait aux foires régionales pour acheter et vendre des produits, et chaque dimanche, il était à l'église locale. Rapidement, les habitants devinrent curieux de Newton, et 2 hommes prirent ombrage de sa présence dans la communauté. L'un des hommes était censé prendre possession de la ferme si la veuve n'arrivait pas à la rendre rentable. Et ses chances avaient été anéanties par le travail acharné et la réussite financière de Newton. Le deuxième homme était tombé amoureux de la fille de la veuve et avait l'intention de lui demander sa main. Mais il apprit bientôt qu'elle avait développé des sentiments pour Newton à la place. Ces 2 hommes commencèrent à en vouloir à Newton, et ils décidèrent qu'ils devaient se débarrasser de lui d'une manière ou d'une autre. Ils mirent au point un plan malveillant et portèrent plainte auprès de la police en accusant faussement Newton d'être un brigand de grand chemin. Comme les 2 hommes étaient des membres respectés de leur communauté, la police les crut sur parole, et peu de temps après, Newton fut placé en garde à vue. Il affirma qu'il n'avait aucune raison de commettre ces crimes, car il s'en sortait bien financièrement, mais ses supplications furent ignorées. Il fut incarcéré, et lors de son procès, ses 2 accusateurs témoignèrent contre lui. Ils réitérèrent qu'il n'y avait aucun doute que Newton avait commis un vol de grand chemin, et comme l'accusé n'avait pas d'avocat à sa disposition, il avait très peu de chances d'échapper à la prison, ou pire. Le juge chargé de l'affaire ne s'intéressa pas aux protestations d'innocence de Newton et rendit rapidement un verdict de culpabilité,
malgré le fait qu'il n'y avait aucune preuve qu'il ait commis un tel crime ou quelque crime que ce soit pendant qu'il vivait dans la région. Son sort étant scellé, le juge demanda à Newton s'il avait quelque chose à dire avant que sa sentence ne soit prononcée. Ce à quoi il répondit que, comme preuve de son innocence, aucune herbe ne pousserait sur sa tombe pendant les 12 premiers mois après sa mort. Le jour de l'exécution, le ciel s'assombrit soudain, on pouvait voir les éclairs et entendre le tonnerre à des kilomètres à la ronde, bien que la matinée ait été ensoleillée et agréable. Certains crurent à la fin du monde, d'autres, se souvenant de la prédiction de Newton, furent convaincus de son innocence, mais il était déjà trop tard. On raconte que la vie de ces deux accusateurs se dégrada dès lors. L'un devint alcoolique, l'autre dépérit sans raison connue. Il est à noter qu'aucune herbe ne poussa sur la tombe de Newton pendant 65 ans. Et lorsque cela arriva, elle prit la forme d'une croix. Plusieurs théories ont été avancées pour tenter d'expliquer ce qui est arrivé à l'équipage du CAS 2, un catamaran de 39 pieds qui a été retrouvé à la dérive près de la Grande Barrière de Corail, au large des côtes australiennes, en 2007. Le propriétaire du CAS 2, d'Esbatten, avait acheté le navire à Perth, et le 14 avril de cette année-là, il prévoyait d'y retourner accompagné de 2 membres d'équipage, les frères Peter et John Tunstall. Lorsque le jour tant attendu arriva, ils partirent de bon cœur du port de Shoalhaven, dans le Queensland, mais furent contraints de revenir lorsque le GPS du catamaran commença à dysfonctionner. Comme c'était le premier long voyage de Desbatten avec le navire, il pensa qu'il valait mieux s'assurer que tout l'équipement à bord fonctionnait avant de s'aventurer en pleine mer, puisqu'il devait parcourir environ 3500 milles nautiques avec les frères. Il s'attendait à ce que le voyage dure environ 2 mois, et lorsque le système GPS fut réparé, ils réussirent à reprendre la mer le 15 avril. Pendant les 3 jours suivants, personne n'eut de nouvelles de Desbatten, ni de son équipage de 2 hommes. Et le 18 avril, le CAS 2 fut finalement repéré par un avion de surveillance côtière à environ 100 miles au nord-est de Townsville. Le pilote a remarqué que le navire semblait dériver sans but, et il a signalé l'observation aux autorités. La gestion des urgences du Queensland a été informée, et Corey Benson a été envoyé pour enquêter avec l'équipage. Il a été le premier à monter à bord du catamaran, et ce qu'il a trouvé à bord l'a laissé perplexe. Les voiles du navire étaient déchirées, et le moteur tournait encore au ralenti, ce qu'il a trouvé étrange puisqu'il n'y avait personne sur le pont. Descendu sous le pont, il a été encore plus déconcerté, aucun membre d'équipage n'étant à bord. Étrangement, quelqu'un avait laissé une tasse de café non bu sur la table à manger, ainsi qu'un journal. Des pages du journal ont été retrouvées par terre. Sur un banc à proximité, il a trouvé des vêtements appartenant aux 3 hommes et a remarqué qu'ils avaient été entassés en un tas avant d'être laissés là où ils ont été retrouvés. Aucune raison apparente n'expliquait l'abandon du navire, qui fonctionnait, et ils avaient encore largement assez de nourriture et d'eau pour le reste du voyage. Il a alors été suggéré qu'un incident improbable s'était produit, entraînant la disparition des 3 hommes. Il a été suggéré que l'un des frères pêchait lorsque sa ligne s'est prise dans l'hélice du catamaran. Lorsqu'il a ensuite essayé de la démêler, il est tombé par-dessus bord, et le 2e frère s'est précipité à son secours. En voulant le ramener à bord, il est aussi tombé à l'eau, ce que Batten a remarqué. Il a tenté de descendre les voiles pour revenir vers son équipage, mais un changement soudain de vent l'a frappé avec la baume. Lui aussi est tombé à l'eau, incapable de remonter, car le moteur du CAS 2 tournait encore, et le bateau avait sans doute dérivé. Les familles des hommes disparus soupçonnaient qu'on était peut-être monté à bord pour les attaquer, avant de les enlever. Faute de preuves pour appuyer ces théories, ce qui s'est passé à bord du CAS 2 ce jour-là reste inconnu. Chaque fois que nous voyons des rapports de lumière étranges dans le ciel, la plupart d'entre nous commencent à penser au phénomène OVNI, puisque la majorité des signalements impliquant de telles lumières sont généralement classés parmi les centaines de milliers de déclarations affirmant qu'un engin extraterrestre a été aperçu par un membre du public. Mais de nombreux autres mystères impliquent des observations de lumière inexplicables, dont l'un est l'affaire des lumières d'Aléa. C'est un mystère, signalé il y a des siècles par des pêcheurs au Bengale occidental, Inde. Mais ces lumières sont encore parfois aperçues aujourd'hui, et aucune explication définitive n'a jamais été trouvée. De nos jours,
Les pêcheurs, qui passent beaucoup de temps dans les marais et les marécages de la région, ont signalé des rencontres avec ce phénomène. Et avec le temps, les habitants de ces zones ont commencé à croire que ces lumières sont responsables des tragédies qui s'y sont produites. De nombreux témoins ont déclaré avoir d'abord aperçu une petite boule de lumière vacillante au loin, et à mesure qu'ils s'en approchaient, toute la zone semblait être illuminée d'une étrange lueur hypnotique, et ils ont commencé à se sentir envoûtés par elle. Beaucoup de pêcheurs ont été retrouvés confus, expliquant qu'après avoir vu les lumières, ils avaient perdu leur repère et atterri là où ils ne voulaient pas aller. La plupart des personnes ayant vu les lumières d'Aléa les décrivent comme étant soit bleues, blanches ou jaunes. Et elles ont souvent été prises pour des lanternes brûlant au loin. Étrangement, elles sont observées aussi bien au crépuscule que tard dans la nuit, mais jamais pendant la journée. Bien qu'elles soient principalement observées en Inde, elles ont également été aperçues de nombreuses fois au Bangladesh, au Royaume-Uni, où elles sont connues sous le nom de feux follets, en Finlande, en Australie, ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud. En Finlande, on croit que lorsqu'une de ces lumières est aperçue, elle indique l'emplacement d'un trésor enterré, même si cela reste bien sûr une légende urbaine. En Amérique, beaucoup pensent qu'il s'agit des esprits de ceux morts dans la région, mais la plupart des témoins n'ont aucune explication à ce qu'ils ont vu. Bien que toutes ces théories aient gagné en popularité au fil des années, surtout sur Internet, les scientifiques ont également tenté de trouver une explication plausible à ces apparitions. Et ils ont proposé quelques théories plausibles, bien que non prouvées. La théorie la plus souvent avancée est que les lumières se forment grâce au gaz des marais ou au méthane, puisque le méthane produit de la lumière lorsqu'il s'oxyde. D'autres pensent que les flammes sont créées par des gaz s'échappant sous les marais et que les lumières ne sont visibles que par faible luminosité grâce à la nature presque transparente de la flamme produite. Certains pensent aussi que les lumières proviennent de la décomposition aérobie, lorsque la matière organique, comme la flore des marais, pourrit. Les plantes coulent au fond du marais, où elles sont recouvertes de terre et se décomposent encore plus rapidement. Parfois, un mélange gazeux contenant du phosphore se forme, expliquant les couleurs observées, car la lumière apparaît quand le méthane se combine au phosphore, qui peut aussi s'enflammer spontanément. Pour l'instant, les lumières d'Aléa n'ont pas été expliquées de façon définitive, et il faudra davantage de recherches avant que nous puissions pleinement comprendre ce qui cause ce phénomène. L'expression « broken arrow » est utilisée par l'armée américaine pour décrire un accident impliquant une arme nucléaire, comme des lancements accidentels, ou l'une de ces armes étant perdue ou volée, ou une situation dans laquelle une arme a été endommagée sans représenter de menace pour qui que ce soit. Personne dans l'armée ne souhaite entendre cette expression. Mais en 1958, c'est exactement ce qui s'est passé lors d'un incident qui reste encore non résolu aujourd'hui. Le 5 février de cette année-là, un bombardier B-52 était piloté par le colonel Howard Richardson et a décollé de la base aérienne de Homestead, en Floride. Il jouait le rôle d'un avion ennemi chargé d'une bombe à l'azote lors de l'un des exercices militaires de l'armée de l'air. On lui a dit de voler vers le nord jusqu'à la côte de Savannah, puis de revenir. À l'époque, la guerre froide faisait rage, et les États-Unis étaient convaincus que l'Union soviétique lancerait une attaque à un moment donné. On craignait l'usage d'armes nucléaires, donc les exercices préparaient les pilotes de l'US Air Force à cette éventualité. Richardson jouait le rôle d'un avion ennemi, tandis que le lieutenant Clarence Stewart pilotait un autre avion dans la zone et jouait le rôle d'un pilote intercepteur américain. Il a rejoint Richardson, puis a commis une erreur qu'il a aussitôt regrettée. À un moment donné, il s'est approché trop près de l'avion de Richardson et il a heurté l'aile droite du B-52. Cela a presque complètement délogé l'un des moteurs de l'avion et a totalement détruit son réservoir de carburant. Richardson a vite compris qu'il était en difficulté et malgré ses efforts, n'a pas pu reprendre le contrôle de l'avion. L'avion a immédiatement perdu 18 000 pieds d'altitude. Et après être tombé jusqu'à 20 000 pieds, Richardson a finalement réussi à reprendre le contrôle. Pendant ce temps, Stewart avait sauté de son avion avec son parachute et descendait en toute sécurité vers le sol. Richardson n'avait pas d'autre choix que de continuer à voler, puisqu'il transportait une véritable bombe à hydrogène.
100 fois plus puissante que celle utilisée lors de l'attaque sur Hiroshima. Il a parcouru presque tout le trajet jusqu'à la base aérienne de Hunter à Savannah. Mais n'étant pas sûr de pouvoir atterrir en sécurité, il a largué la bombe dans le Warsaw Sound, près de l'île de Tybee, en Géorgie. L'eau étant peu profonde dans la majeure partie du bras de mer, il pensait que la bombe serait retrouvée et récupérée facilement. Il découvrira plus tard que ce n'était pas le cas. Il est revenu sain et sauf à la base, et une recherche a été lancée aussitôt. La marine, les gardes-côtes et l'armée de l'air ont fouillé la zone où Richardson avait largué la bombe, mais elle était introuvable. Les plongeurs n'ont trouvé aucune trace de la bombe, malgré l'usage du sonar et l'échec des câbles de dragage. Les recherches ont duré 1 mois entier, mais de façon inexplicable, l'engin n'a jamais été retrouvé, et il reste introuvable à ce jour. Au cours de l'histoire, les archéologues ont trouvé des preuves que certaines civilisations anciennes ont, d'une manière ou d'une autre, acquis des connaissances sur notre système solaire qu'on pensait bien au-delà de leur compréhension. Certains pensent que Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, en est un bon exemple, bien que les experts ne sachent toujours pas quel était le but de ces célèbres structures. La plupart des experts pensent que le site était en réalité utilisé lors de cultes aux ancêtres, de cérémonies funéraires ou de rituels spirituels. Mais aucune réponse définitive n'a jamais été trouvée. Ce qui est également le cas pour un autre site énigmatique appelé Nabta Playa. Le site a été découvert par un archéologue américain nommé Fred Wendorf, alors que le gouvernement égyptien prévoyait un projet de barrage le long du Nil. La construction du barrage aurait entraîné l'inondation et la perte de nombreux sites importants, comme Nabta Playa. L'UNESCO a donc décidé d'intervenir. Ils ont financé le déplacement de structures majeures vers de nouvelles zones. Alors que tous se concentraient sur ces monuments, Wendorf a commencé à fouiller ailleurs, dans le désert du Sahara. Lui et son guide bédouin sont tombés sur les mégalithes qui constituaient Nabta Playa. Au départ, ils pensaient que ces structures étaient naturelles et n'y prêtaient pas attention. En y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'ils venaient de faire une découverte importante. Ce cercle de pierres étranges se trouve dans le désert nubien, à environ 1100 km des grandes pyramides. On pense qu'il a environ 7000 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens cercles de pierres de ce type jamais découverts. Wendorf a alors remarqué que les pierres semblaient parfaitement alignées avec les étoiles, et il a fait appel à un expert en archéoastronomie. Il a découvert que certaines des pierres auraient été alignées avec Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure il y a très longtemps, et que d'autres semblaient s'aligner avec les étoiles de la constellation d'Orion. Les experts pensent qu'il était utilisé pour prédire les solstices d'été et d'hiver, et qu'il a été construit par une tribu de nomades qui a traversé la région à un moment donné. Certains experts estiment que Nabta Playa fut la première tentative humaine de prédire solstice et mousson. D'autres fouilles sur le site ont révélé que des chèvres et d'autres bovins y avaient été enterrés, et les archéologues ont également trouvé un énorme rocher sculpté en forme de vache. Certains experts estiment que les nomades qui ont construit Nabta Playa considéraient les vaches comme sacrées et les adoraient peut-être. Pendant des millénaires, des gens ont peut-être habité cette région jusqu'à l'assèchement du désert, les forçant à partir et à laisser ce monument étrange, redécouvert plus tard. Au début, ils ont peut-être essayé de rester sur le site en construisant des systèmes d'irrigation qui utilisaient au maximum l'eau disponible. Mais avec le temps, la région serait devenue aride et inhabitable, les obligeant à chercher un nouveau foyer. Le site a été identifié comme le premier site où l'on n'ait jamais découvert des traces de sorgho. Les graines de la plante ont été trouvées parmi les vestiges d'anciennes huttes et auraient ensuite été échangées avec des voyageurs qui les ont introduites en Inde. Personne ne sait vraiment comment ces peuples nomades ont acquis la connaissance des étoiles, qui est évidente à Nabta Playa. Et cela reste un mystère qui ne sera probablement jamais résolu. Lors de la révolution qui a eu lieu en Russie en 1917, Alexandre Kerensky a réussi à prendre le pouvoir au tsar Nicolas II, le dernier empereur et tsar de Russie de la célèbre famille Romanov. Dès que cela fut fait, Kerensky ordonna que le tsar, sa femme et leurs enfants soient gardés prisonniers au palais Alexandre, mais seulement après avoir tenté de les envoyer en Angleterre,
où le roi George V refusa de les laisser entrer dans le pays. Kérenski n'eut pas d'autre choix que de les envoyer ailleurs, et il choisit Tobolsk. Mais il s'assura que le tsar et sa famille seraient bien traités, car il leur permit de remplir un train entier de leurs affaires avant d'être exilés. Avec leurs vêtements, nourriture et provisions, la famille prit aussi 3 bocaux en cristal remplis de bijoux et objets précieux cachés des regards indiscrets. Les bocaux auraient été remplis de bijoux en diamants, pierres précieuses et or, valant une fortune même aujourd'hui. À Tobolsk, la famille vécut au palais du gouverneur et passait la plupart du temps avec des moines et nonnes. Mais bientôt, la révolution d'octobre a commencé et la famille a été forcée de déménager, ce qui a rendu leur vie exponentiellement plus difficile. Le premier contingent envoyé à Yekaterinbourg a envoyé un message au tsar et à sa famille, les avertissant qu'ils allaient faire face à des conditions bien plus difficiles que celles auxquelles ils étaient habitués, même à Tobolsk. Ils ont donc caché leurs objets précieux, confiant les bocaux aux religieuses et moines amis de la famille. Les Romanov se sont ensuite rendus à Yekaterinbourg, où ils ont connu une fin tragique. Pendant ce temps, un moine avait enterré les 3 bocaux confiés à lui et aux religieuses. Mais les bolcheviks ont rapidement appris l'existence du trésor et envoyé des hommes à Tobolsk. Là-bas, le moine en question a été identifié et forcé de révéler l'emplacement du trésor. Mais il a réussi à les convaincre qu'un seul bocal avait été enterré sous sa garde. Celui-ci a été déterré et confisqué. Les 2 autres bocaux sont restés enterrés. À ce jour, le trésor restant est considéré comme le Graal de la chasse au trésor, et de nombreuses personnes ont tenté de retrouver les 2 bocaux restants, mais sans succès. Mais ce n'est pas là tout le trésor du tsar qui a été perdu. Quand les soviétiques ont manqué d'argent, ils ont vendu des objets précieux de palais et d'églises à des collectionneurs occidentaux. Ces objets comprenaient les joyaux de la couronne du tsar, des œufs Fabergé extrêmement précieux, le sabre du tsar qui contenait plusieurs diamants, l'œuf du jubilé hollandais, considéré comme l'un des plus beaux jamais réalisés par Fabergé, et un diadème en forme de gerbe de blé, qui est fait d'or, de platine, de saphir et de diamants. Le trésor perdu contient également une énorme quantité d'or qui, selon la croyance, aurait fini sous le lac Baïkal lorsque le train qui le transportait a déraillé et a traversé la surface glacée du lac pour ne plus jamais réapparaître. On estime que l'or, à lui seul, vaudrait aujourd'hui environ 50 milliards de dollars. Il est facile de comprendre pourquoi ce mystère tourmente encore les chasseurs de trésors, incapables de le retrouver. Les habitants d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, au Canada, connaissent très bien l'affaire d'Esther Cox, qui, en 1878, a commencé à vivre des phénomènes étranges dans sa maison. Son histoire devint une sensation médiatique et donna lieu à un festival organisé chaque octobre à Amherst. À l'époque, Esther avait 18 ans, et une nuit de cette année-là, elle et un homme appelé Bob McNeil ont décidé de passer du temps ensemble. Ils sont montés dans une calèche et se sont rendus dans le marais de Tantramar, où les choses ont mal tourné. Selon la plupart des sources, McNeil avait à un moment donné décidé de dépouiller Esther. D'autres sources affirment qu'il l'a attaquée, mais quoi qu'il en soit, il a fui Amherst le lendemain et n'est jamais revenu. Beaucoup de gens pensent que ce traumatisme est à l'origine des événements inexplicables qui ont ensuite commencé à se produire dans la vie d'Esther. Une nuit, alors qu'Esther était seule dans sa chambre, une boîte pleine de tissus qu'elle gardait sous son lit a commencé à bouger toute seule. Elle est sortie de sous le lit, puis a soudainement volé dans les airs sans explication. Bien sûr, elle a demandé de l'aide. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsqu'elle a eu une sorte de crise une nuit, ce qui a provoqué un gonflement de son corps, et elle a contacté des médecins et des prêtres. Ils rapporteront tous plus tard qu'ils avaient été témoins de certains événements très étranges qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Des assiettes volaient seules dans la cuisine. Les oreillers sur le lit d'Esther bougeaient, et ils pouvaient entendre des bruits de coups venant du toit, de la cave, et apparemment de l'intérieur des murs de la maison. Lorsque ces événements ont été rapportés dans les journaux locaux, les habitants de la région ont commencé à affluer chez Esther dans l'espoir d'apercevoir ces phénomènes. Un acteur nommé Walter Hubble a entendu parler des événements et il a décidé d'enquêter. Il pensait qu'il ne s'agissait de rien d'autre qu'un canular joué aux habitants de la ville par Esther, et il entreprit de prouver qu'elle n'était rien d'autre qu'une impostrice. Après avoir réalisé son erreur, il a cherché un moyen facile de gagner de l'argent.
Lui et Esther ont voyagé au Nouveau-Brunswick, où elle était exhibée comme une attraction, aggravant son état d'esprit. Elle est rentrée chez elle sous surveillance médicale constante, et au moins un médecin pensait qu'Esther inventait tout. Il pensait qu'en la punissant physiquement, les événements étranges s'arrêteraient immédiatement. Mais à l'intérieur de la maison, les choses n'ont fait qu'empirer. Le lit d'Esther tremblait, et elle a plusieurs fois raconté s'être réveillée en flottant au-dessus de lui. Puis de petits incendies ont commencé à se déclarer partout dans la maison, et des allumettes s'enflammaient soudainement, alors que personne ne se trouvait à proximité. Des voix moqueuses venant de nulle part se faisaient entendre, poussant Esther à quitter la maison quelque temps. Elle a logé chez des amis qui n'habitaient pas loin, mais rapidement, les mêmes événements se sont produits chez eux. Des incendies ont commencé à se déclarer. Des objets se déplaçaient tout seuls, et une nuit, la grange de la famille a brûlé. Esther a été arrêtée car on la soupçonnait d'avoir commis un incendie criminel. Mais elle a rapidement été relâchée, faute de preuves de sa culpabilité. Elle est finalement retournée chez elle, et environ 1 an après le début des phénomènes, ceux-ci ont commencé à s'estomper. À la fin de 1879, tout était redevenu normal après qu'Esther se soit remise d'une crise de diphtérie, et son cas n'a jamais été expliqué. Le mystère du trésor de la mine Sublette a commencé avec le général Lew Wallace, qui a été gouverneur du territoire du Nouveau-Mexique de 1878 à 1881. Le président Hayes lui avait demandé de se rendre à Santa Fe pour prendre possession du territoire après la guerre du comté de Lincoln. Pendant son séjour, il affirma avoir trouvé un document à l'intérieur du palais de Santa Fe qui parlait d'un itinéraire menant à une mine qu'une tribu amérindienne avait montrée à un groupe d'Espagnols au XVIIe siècle. La mine était censée contenir une fortune en or. Mais selon la légende locale, seuls les Espagnols savaient où elle se trouvait. Et ils avaient tous perdu la vie lors d'un affrontement avec une tribu qui vivait dans la région. Bien que l'emplacement exact ne soit pas révélé dans le document, il y était indiqué que la mine pouvait être trouvée ailleurs, dans les montagnes Guadalupe. Au cours du 20e siècle, de nombreuses personnes dans la région ont commencé à chercher la mine, mais aucune n'a réussi. Le chef Apache, Geronimo, a confirmé l'existence de la mine, affirmant qu'il s'agissait probablement de la mine d'or la plus riche du monde occidental. Une fois, une famille qui avait déménagé dans un ranch près des montagnes est tombée sur un membre de la tribu Apache qui se tenait à côté d'un point d'eau. En les voyant, il a sauté sur son cheval et s'est enfui. En enquêtant, la famille a trouvé une pépite d'or près du point d'eau. Cet incident a renforcé la rumeur sur la mine, incitant encore plus de gens à la chercher. Un homme qui s'était joint à la recherche était Ben Sublette. Il prospectait dans l'Ouest depuis des années, après la mort de sa femme, mais ses efforts pour subvenir à sa famille avaient échoué. Au début, il n'avait rien trouvé dans les montagnes. Et il a fini par déménager à Odessa, au Texas. Là, il a d'abord été ridiculisé, car il était toujours à la recherche de la mine. Mais ensuite, la chance a soudain tourné en sa faveur. Un soir, il est revenu en ville et a annoncé qu'il offrirait une tournée à tout le monde dans le bar du coin. Des témoins disent qu'à partir de ce jour-là, il avait toujours de l'or sur lui. Et lorsqu'il en manquait, il partait quelques jours dans les montagnes pour revenir avec de l'or. À chaque fois, il avait sur lui pour environ 1000 $ d'or, ce qui représentait une petite fortune à l'époque. La plupart travaillaient 3 ans pour gagner autant. Mais Sublette obtenait cette somme en quelques jours. À plusieurs reprises, des gens ont essayé de le suivre jusqu'à son endroit secret, mais il parvenait toujours à semer ses poursuivants, pour réapparaître en ville quelques jours plus tard. Il avait été suggéré que, lors de ses voyages les plus longs, qui duraient 1 mois ou 2, il cherchait de l'or, puis enterrait son trésor quelque part près de la ville. Chaque fois qu'il manquait d'argent, il allait puiser dans sa cache, et quand sa réserve commençait à diminuer, il retournait simplement à la mine pour en récupérer davantage. Une fois, un banquier a payé un homme pour suivre Sublette afin de découvrir où il cachait son or. Mais l'homme est revenu en disant qu'il n'avait pas réussi à le suivre. Sublette est décédé en 1892, emportant avec lui le secret de l'emplacement de la mine. Et à ce jour, elle n'a jamais été retrouvée. Il est frappant de voir combien d'histoires de maisons hantées débutent par une famille emménageant dans ce qu'elle pense être la maison de ses rêves.
Et l'étrange cas d'Ed et Mary Woods ne fait certainement pas exception. Le couple a emménagé dans une nouvelle maison sur la 37e rue à Vancouver en décembre 1994 avec leurs 2 filles. Ils aimaient d'abord vivre dans la maison. Mais 7 mois après leur arrivée, le cauchemar a commencé. Mary a été la première à remarquer les choses étranges dans la maison. Elle a raconté à Ed qu'elle avait entendu une boîte à musique jouer la nuit et, en enquêtant, avait suivi le son jusqu'à son bureau. Mais quand elle est entrée, la musique s'est soudainement arrêtée et elle n'a pas pu trouver la boîte. Elle entendait souvent la même chanson, sans jamais en trouver la source. Un jour, alors qu'Ed était dans son bureau porte fermée, il remarqua que quelqu'un jouait avec la poignée. Pensant qu'une de ses filles lui faisait une farce, il a voulu lui jouer un tour. Il s'est approché silencieusement de la porte et l'a soudainement ouverte, s'attendant à voir sa fille effrayée derrière. Mais on ouvra la porte, il n'y avait personne. Il a aussitôt vérifié chaque chambre et vu que Marie et les 2 filles dormaient profondément. Convaincus d'une explication rationnelle, lui et Marie ont contacté un sismologue qui a confirmé l'absence d'activité sismique cette nuit-là. Ils sont restés sans explication, mais ce n'était que le début des problèmes de la famille. Une nuit, Marie a été terrifiée lorsqu'elle a vu la silhouette d'une femme en chemise de nuit, avec un foulard autour de la tête, debout dans la maison, semblant ne pas savoir où elle se trouvait. Elle a fait des recherches et a découvert que cette femme avait vécu dans la maison des années avant d'y mourir d'un cancer. Il a été établi que les 2 filles de la femme dormaient autrefois dans la chambre qu'occupaient Édouard et Marie, et il pensait qu'elle était venue les surveiller quand elle a été vue. Marie a ensuite été contactée par une amie de l'ancienne occupante, qui a ajouté qu'elle et Marie se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Elle pensait que c'est pourquoi l'esprit de la femme était attiré par elle et ses 2 filles. Peu après cette apparition, Édouard en a eu une aussi. Il a dit à Marie qu'une nuit, en entrant dans le salon, il a été surpris de voir un homme s'y tenir. Il l'a décrit vêtu comme un flambeur des bateaux à aube, avec une grosse moustache. Ed resta figé sur place, et il remarqua que la silhouette ne bougeait pas du tout. Finalement, l'homme s'est simplement estompé, comme s'il n'avait jamais vraiment été là. Une fois, Marie et l'une de ses filles regardaient la télévision quand elle a entendu sa fille rire, et elle a levé les yeux pour voir pourquoi. À sa surprise, sa fille dormait profondément, et elle comprit que le bruit venait d'ailleurs. Ensuite, elle et Édouard voyaient souvent une fillette courir dans la maison, et ils affirmaient qu'elle se mettait à rire dès qu'on la remarquait. L'un des événements récurrents les plus terrifiants que la famille a vécu se produisait chaque fois que l'un d'eux prenait une douche. Une main invisible les touchait ou tentait de les enlacer, et cela est aussi arrivé à son fils lors d'une visite. Ces événements étaient suivis de des meubles qui se déplaçaient tout seuls et des objets qui flottaient dans l'air sans explication. Un expert en paranormal a enquêté sur la propriété et a conclu qu'il n'y avait aucune explication naturelle à ces événements, et ils n'ont jamais été expliqués. En ce qui concerne la forge des épées, tout forgeron compétent confirmera que plus la teneur en carbone de l'acier utilisé est élevée, plus l'arme sera solide une fois trempée. Aujourd'hui, cet acier est courant, et la plupart des épées haut de gamme sont faites de matériaux à forte teneur en carbone. Mais à l'époque où les Vikings exploraient le monde, l'acier au carbone était difficile, voire impossible à obtenir, ce qui rend le mystère des épées Hulbert d'autant plus perplexe. Des dizaines de ces épées ont été retrouvées par des archéologues en Europe au fil des ans, mais les experts ne sont pas plus près de résoudre le mystère de leur fabrication. L'acier utilisé pour forger les lames est d'une qualité exceptionnelle, ce qui n'aurait pas dû être possible à l'époque. Chacune de ces armes porte la marque Hulbert, accompagnée de 2 croix. Bien que de nombreuses contrefaçons existent, un expert distingue facilement l'authentique de l'imitation. Pendant un certain temps, on pensait que ces armes avaient été forgées quelque part en Asie ou au Moyen-Orient. Mais la composition de l'acier suggère qu'il provient plutôt d'Europe centrale. Les épées ont été datées d'environ 800 à 1000 après Jésus-Christ, à peu près à la même époque où l'acier de Damas était produit au Moyen-Orient. Bien que ces 2 types d'acier soient riches en carbone, on pense que leurs fabricants respectifs n'ont jamais échangé d'informations, ni même ne se sont rencontrés.
Comparées aux autres lames fabriquées à la même époque, les épées Ulfbert ont une teneur en carbone environ 3 fois supérieure à la moyenne. Elles étaient aussi bien plus légères que les épées classiques de l'époque, offrant un avantage notable en combat, à condition de savoir les manier. De plus, l'absence de laitier ou d'impureté dans les épées Ulfbert a laissé les historiens perplexes. On a cru pendant un certain temps que les procédés nécessaires pour éliminer le laitier de l'acier n'étaient apparus qu'au cours de la révolution industrielle. Mais d'une manière ou d'une autre, les Vikings ont réussi à maîtriser cette compétence des siècles plus tôt. À un moment donné, un expert forgeron nommé Richard Führer a décidé de forger l'une de ces lames avec des machines et des techniques modernes. Et il déclarera plus tard que c'était la lame la plus compliquée qu'il ait jamais créée. Il a depuis été suggéré que les forgerons vikings étaient aussi des alchimistes, puisqu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à incorporer des matériaux à haute teneur en carbone dans l'acier utilisé pour fabriquer ces épées. Quelque chose qui aurait dû être impossible à l'époque, puisque la forge utilisée aurait été chauffée à au moins 3000 degrés Fahrenheit. Une fois que le matériau était soudé au niveau moléculaire, des nanotubes de carbure se formaient, rendant les épées plus solides que toutes les autres de l'époque, grâce au carbone qui avait été introduit. Il est maintenant certain que l'acier utilisé pour fabriquer les épées Ulfbert ne provenait pas de l'Est, puisqu'on a découvert qu'il contenait du manganèse, et que les gardes étaient faites de fer contenant de l'arsenic. On pense qu'elles venaient d'ailleurs, en Europe. Il a été suggéré que ces forges étaient situées dans la région du Taunus, en Allemagne. Et on sait que les moines qui vivaient dans cette région à l'époque produisaient aussi des lames, mais leurs archives ne font aucune mention des épées Ulfbert, et le mystère de leur fabrication reste non résolu. Aujourd'hui, nous ne pensons pas aux ampoules jusqu'à ce que nous devions en remplacer une, et elles font partie de notre quotidien. Mais il y a 2000 ans, une telle invention n'avait même jamais effleuré l'esprit de quiconque, ou du moins c'est ce que l'on pensait, jusqu'à la découverte de la fresque de Dendera. Le complexe de Dendera est situé à environ 65 km de Luxor, en Égypte, et il reste l'un des sanctuaires égyptiens anciens les mieux préservés jamais découverts. Son temple a été construit pendant les périodes ptolémaïques et romaines en l'honneur d'Hathor, la déesse de la fertilité, de la maternité, de la joie, de la musique et de la beauté. Sous ce temple, les archéologues ont découvert 3 bas-reliefs en pierre, dont l'un contient une image que personne n'a jamais pu expliquer depuis sa découverte. L'image ressemble de façon frappante à une ampoule électrique moderne, ou du moins à une version précoce de celle-ci, ce qui a laissé les historiens perplexes. Dans l'ampoule, une image de serpent descend vers une fleur de lotus, placée à l'emplacement de la douille d'une ampoule moderne. On y voit également la représentation d'un petit fil sur lequel le dieu de l'air est agenouillé. Les figures de serpents sont reliées à un pilier djed à 2 bras, situé à côté de l'ampoule. Et la fresque contient également l'image d'un babouin brandissant 2 lames. Certains experts pensent que les serpents représentent le filament de l'ampoule et que le pilier servait d'isolant. Quant au babouin, on pense qu'il remplit le même rôle que les panneaux d'avertissement modernes, avertissant toute personne voyant la fresque qu'elle pourrait être gravement blessée, ou pire, si elle touchait ou utilisait l'appareil sans précaution. On pense aussi que cette fresque n'a pas seulement été créée dans le temple, mais que des préparatifs spéciaux ont précédé sa sculpture. Le reste du bâtiment est fait de grès, mais un grand bloc de calcaire a été spécialement installé avant que la fresque n'y soit sculptée, ce qui amène les archéologues et les experts à penser que l'ampoule avait une certaine connotation religieuse. Sur le pilier djed, qui servait à représenter la stabilité, l'endurance et la résurrection du dieu Osiris, les chercheurs ont trouvé des inscriptions signifiant endurance et stabilité. Bien que la signification de ces mots soit connue, l'origine de la colonne reste un mystère. Bien que la spéculation selon laquelle les anciens Égyptiens utilisaient des ampoules il y a des milliers d'années semble improbable, de nombreux experts ont suggéré que leurs prêtres avaient l'habitude de réaliser certains rituels au cours desquels ils étaient capables de produire de la lumière. Beaucoup d'historiens estiment que la fresque ne devait pas représenter une ampoule, mais d'autres jugent les ressemblances trop précises pour être fortuites. Ils suggèrent que les anciens Égyptiens ont, d'une manière ou d'une autre, découvert le secret de la lumière artificielle, et que ce savoir
a fini par se perdre avec le temps. La vie d'un gardien de phare au début des années 1900 était très différente d'aujourd'hui. Surtout lorsque le phare était situé au large, comme c'était le cas pour le phare d'Eilean Mor, situé sur les îles Flannan, en Écosse. À cette époque, le phare était gardé par 3 gardiens à la fois. Ils allaient sur l'île par rotation, y restaient 6 semaines avant qu'un remplaçant ne soit envoyé, puis profitaient de 2 semaines de repos avant de revenir pour une nouvelle période de travail. Le mystère d'Eilean Mor a commencé le 26 décembre 1900, lorsque le capitaine James Harvey et son équipage se sont rendus sur l'île avec le gardien de phare remplaçant, nommé Joseph Moore. Ils devaient le déposer en récupérant un des 3 gardiens ayant fini son service. Avant de partir, Harvey se sentait déjà mal à l'aise. De loin, le phare semblait complètement abandonné, et il ne voyait personne les attendre sur le rivage de l'île comme d'habitude. À leur arrivée, Harvey a klaxonné pour attirer l'attention du gardien, mais personne n'est venu les accueillir. Il a demandé à Moore de ramer jusqu'à l'île et de lui rapporter ce qu'il y trouverait. Une fois arrivé sur la terre ferme, il a dû gravir un long escalier en pierre pour atteindre la base du phare, ce qu'il avait déjà fait à plusieurs reprises auparavant, mais il affirmera que cette fois-ci, les choses semblaient très différentes. Dès qu'il a commencé à monter les marches, il a été envahi par une sensation de terreur, et lorsqu'il est arrivé au bâtiment, il a été surpris de trouver la porte déverrouillée. Il est entré dans le hall d'entrée et a immédiatement remarqué que les cirés des 3 gardiens du phare manquaient à leur place habituelle. Dans la cuisine, il a trouvé une chaise renversée et un repas à moitié entamé. Pour lui, on aurait dit que quelqu'un était en train de dîner, mais avait dû se lever brusquement pour une raison inconnue, renversant la chaise au passage. Il fut aussi surpris de voir que l'horloge de la cuisine était arrêtée. Ce qui était étrange car les gardiens s'y fiaient pour savoir depuis combien de temps ils étaient là. Le reste du phare fut fouillé, mais aucune trace des 3 hommes ne fut trouvée. Moore en fit part à Harvey, qui ordonna alors que toute l'île soit fouillée. Son équipage fouilla toute l'île, sans trouver de traces des disparus. Harvey signala aussitôt l'incident au siège du Northern Lighthouse Board par télégramme, déclarant que les 3 gardiens étaient probablement disparus depuis 2 semaines. Il ajouta qu'ils avaient sans doute affronté une violente tempête et avaient été emportés de l'île jusque dans la mer, sans jamais être revus, ou qu'un accident s'était produit alors qu'ils tentaient d'arrimer une grue près des falaises. Il ordonna à 3 hommes, dont Moore, de rester sur l'île et de maintenir la lumière allumée jusqu'à ce que Robert Muirhead, le chef du Northern Lighthouse Board, puisse se rendre sur l'île. Il connaissait les 3 hommes, car il les avait recrutés lui-même. Il trouva un journal relatant des vents d'une intensité inédite sur l'île. Il était aussi mentionné que le chef gardien était très silencieux et que son assistant avait pleuré. Rien de tout cela n'a jamais été expliqué, et le mystère d'Eilean Mor n'a jamais été résolu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.